Bonjour Laurent. Salut Thibaut. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode un peu spécial. On est lundi matin après l'édition 2024 heures du Mans. Ça fait du bien après avoir eu 10 jours avec des moteurs quasiment tous les jours, mais dans les oreilles. Non pas qu'on n'aime pas ça, mais voilà. Bon, t'en as pensé quoi de cette édition, d'abord de manière globale? Écoute, si on peut parler déjà de l'affluence quand même, où il y a eu quand même beaucoup de monde encore qui s'est déplacé. Ah bah, je me suis trimballé dans le village, j'ai traversé le village samedi soir, c'était dur de circuler, donc c'est vraiment bon signe. Ouais. Et sur un plan sportif, comme toujours, il y a forcément du positif et un peu de négatif. Mais bon, on a quand même une belle course, je pense que le public est reparti ravi, c'est aussi la chose importante. Et il y a quand même pas mal d'enseignements à tirer dans les trois catégories. Je sais pas ce que tu en penses, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire, beaucoup de positifs aussi. Et donc voilà, c'était quand même une 92e édition je pense qu'on se souviendra déjà de par la neutralisation, je pense. Déjà. Oui, exactement, ce que j'allais dire, tu parles de l'affluence et tu as raison. Alors on est dans la continuité d'édition du centenaire. C'est vrai que moi tout le monde parlait de l'effet centenaire, moi je pense qu'il faut plus parler de l'effet hypercar. Je pense que c'est plus ça qui attire les gens qu'autre chose. Et donc là on est dans la droite lignée de ce qu'on a vu depuis le début de la saison à WEC, avec des records d'affluence à Imola et Spa. Spa, pour rappel, c'était le record du manche de WEC hors Le Mans. Donc ça c'était vraiment chouette, et malgré la météo, combien de neutralisation, on a battu le record de safety car. Bah, pas le nombre, non, pas le nombre. On en a eu 3, voilà. Mais on a eu presque 17 heures quand même. Non, pas 17 heures. Non, de drapeau vert. Ah, pardon. Drapeau vert. Non, 6h54 je crois. Ouais, le record était de 5h27 en 2013, mais avec 12 neutralisations. Ouais, et donc là on a... Ouais, c'est ça. On a eu 5 full course yellow je crois, et 3 périodes de safety car. Et pas forcément de gros accidents en raison de la pluie. On a vu notamment le plus gros, c'est l'accrochage entre Robert Kubica et Dries Vanthoor. Il y a eu aussi le tonneau de l'Aston Martin de Art of Racing. Mais voilà, c'était... Je pense moins d'accidents, pas vraiment de gros accidents les virages Porsche, qu'on sait que c'est quand même une partie qui est assez dangereuse, assez accidentogène. Et pas beaucoup d'accidents. Bon là c'est un contact et l'Aston Martin fait plutôt tout seul. Beaucoup craignaient aussi l'histoire de la chauffe des pneumatiques. Et dans l'ensemble, après on n'a pas eu de roulage de nuit sous drapeau vert. En pleine nuit on était sous safety car, donc exactement. C'est un peu difficile de... On a vu plusieurs pilotes partir à la faute en essai et en course à cause de ça. Parce que les pneus n'étaient pas encore mis à température. Mais oui, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Je pense que ça révèle aussi d'un bon niveau global de pilotage. Je pense même au niveau des gentleman drivers et amateurs, ça c'est quand même le niveau. Et le partage de piste dans l'ensemble a quand même été plutôt bon. Il y a quand même pas mal de pilotes, notamment en GT, qui se plaignaient du comportement de certains pilotes hypercars. On va pas balancer de nom, mais... La majeure partie des accrochages, ça a été en fait des voitures d'une même catégorie. Exactement. Le seul que j'ai en tête, mais je me trompe certainement, il y en a forcément eu d'autres, c'est Mathieu Jaminet avec la Lamborghini d'Iron Dance. Je pense qu'il y en a eu d'autres, mais bon. Il y en a certainement eu d'autres. Mais c'est celui qu'on a vu à l'image. Voilà, mais non, dans l'ensemble, c'était quelque chose qui était assez craint. Et ça s'est, je trouve, plutôt bien passé dans l'ensemble. Ferrari, deuxième victoire de rang, avec la 400, et deuxième victoire de 499p, 11e. 10e l'an dernier, 11e cette année. Ouais. Ils sont chez eux ici un petit peu. On a l'impression qu'ils se subliment. Aux 24 heures du Mans beaucoup plus qu'ailleurs, parce qu'on va pas se mentir, jusque là Spa, il y a eu cette course rallongée qui a fait qu'effectivement ils étaient 1 et 2 à ce moment-là. Aurait-il gagné, il restait encore je crois 1h30 de course, on ne le saura jamais, ils étaient bien partis pour en tous les cas. Imola, ils se sont clairement pris les pieds dans le tapis eux-mêmes. On peut parler ils ont pesté sur la BOP au Qatar, mais ils n'ont pas été au niveau non plus. Et là en fait au Mans ils arrivent toujours en tous les cas à faire en sorte, cette fameuse expression, ils alignent les planètes pour aller s'imposer. Ouais, et je trouve que c'est plutôt bien la 50, parce que la 50 n'a pas toujours été récompensée. Alors qu'elle a toujours été au-dessus pour moi. Exactement. Depuis le début du programme, la 50 est haute, c'est la voiture de référence de Ferrari F-Force. Et donc voilà, écoute, la 50 a fait un petit peu mieux que la 51. Moi perso, j'attendais un peu plus de roulage d'Antonio Fuoco, qui est quand même le pilote de référence, on va dire, sur la Ferrari, et qui a roulé
qui a été nettement, enfin celui qui a nettement le moins roulé, parce je crois qu'il a 28% du temps de roulage de la numéro 50. Après, c'est toujours, tu fais bien de le noter, après quand il y a des changements de conditions comme ça, par exemple, c'est peut-être, s'ils ont décidé de finir avec Niklas Nielsen, c'est peut-être Niklas qui avait le plus roulé sous la pluie, donc qui était plus peut-être en confiance avec la voiture, qui connaissait les conditions. Voilà, donc c'est peut-être pour ça. Ouais, c'est certainement pour ça aussi, parce que c'est difficile de changer, je pense, quand tu as un pilote qui connaît bien les conditions de piste, de mettre quelqu'un d'autre à sa place et qui peut très bien faire des erreurs. On sait que les conditions, notamment en début de soirée ou quand il y a une petite averse, c'était pas forcément simple. Et là, il a fallu faire les bons choix de pneus. Ce qu'on sait, c'est que Michelin, les pneus hard, pour les ramener à Clermont-Ferrand. Et les pneus pluie qui n'ont pas été vus du coup pendant les essais, à part un petit peu dans la dernière séance d'essais libres à la fin où il a plu. Mais sinon, c'est sûr que les pilotes et les équipes n'avaient pas roulé sous la pluie avant la course. Non, puis après, niveau stratégie, on juge comme on veut. Et Imola, encore une fois, on ne veut pas remuer le couteau dans la plaie. Ferrari était passé complètement à côté. Ils avaient laissé leurs 3 voitures en piste avec des pneus slick. Ils n'ont même pas scindé les stratégies. Là, la première grosse averse, on a décidé, en tous les cas, entre les deux officiels, la 50 et la 51, de rentrer la 51 de mémoire, de laisser la 50 en piste. On n'a pas mis nos œufs tout dans le même panier. C'était osé, hein. Honnêtement, à ce stade-là de la course, quand on sait derrière, il y a les voitures de sécurité, ce nouveau système qui regroupe les autos, c'est quand même très osé, mais c'est passé, hein, la chance aux audacieux, c'est ce qu'on dit, alors on peut que leur tirer maintenant un coup de chapeau. Hein. À Imola, ils avaient dit on passe très vite de héros à zéro, là c'était presque le contraire en fait. Hein. Je pense que tu veux pas le faire 2 fois de suite en fait. Donc c'est pour ça que tu mets pas tous tes œufs dans le même panier, même si là aussi c'est un pari, mais le pari peut s'avérer payant en perdant. En fait, il y a eu 2 fois où le choix de pneus, je pense, a été peut-être un petit peu... compliqué ou pas, hein. D'ailleurs chacun jugera par lui-même. Cette première fois où il y a de mémoire parmi les ténors, il y a la Ferrari 83, la Ferrari, donc je crois 50, et la Porsche numéro 5 qui décide de rester en slick. Et la deuxième fois, la Porsche numéro 5 retente ce pari, hein, et qui n'a pas été payant. Là-dessus, Porsche n'a pas, malgré les recommandations de Fred Mako au volant, Porsche a souhaité le laisser en piste. Et à contrario, les Ferrari ont toutes mis les pluies. Donc à chaque fois, ils ont mis dans le mille. Ça, voilà. Maintenant que c'est terminé, c'est un petit peu, pour le coup, ce que disait Bati assez honnêtement hier après-midi. Maintenant, c'est facile de dire qu'on était sûr de notre choix et que c'était ce qu'il fallait faire. Oui, mais sur le coup, c'est évidemment pas aussi simple que ça. Mais en tous les cas, ils ont fait les bons choix. Exactement. Voilà, donc chapeau à eux, c'est certain. Après, voilà, Toyota a encore été très fort. Moi, j'ai un petit, on a l'impression qu'il en manque encore un tout petit peu, hein, au LMDH. Alors, je sais pas si je sais que chez Cadillac et chez Porsche, ils se sont plaints d'un manque de vitesse de pointe. Donc en fait, c'est sûr qu'au combat direct, comme ça s'est passé, et ça a été extraordinaire, on y reviendra après, pour ça a été fantastique de voir autant de batailles en piste dans la catégorie Rennes. Il en aura peut-être au moment du Money Time, on a la sensation qu'il leur en a quand même manqué un petit peu, et ça se ressent, hein, au niveau des moyennes, au niveau de tout ça. Ferrari et Toyota étaient encore un poil devant Porsche et Cadillac malgré une belle résistance. Je pense qu'il faut aussi faire attention quand on regarde les VMAX aussi, on sait que l'aspiration au Mans, ça a forcément une importance. Et à la capacité à l'atteindre, hein, bien évidemment. Donc, c'est surtout ce qui est important, c'est le temps que tu passes dans la ligne droite. Il faut faire attention, donc c'est pour ça l'étude des chiffres. Voilà, donc c'est là-dessus j'ai un petit regret. Par contre, ils ont effectué 2 belles courses et la Cadillac numéro 2. Je suis déçu d'avoir vu la Cadillac 3 rentrer dans le rang, hein, alors qu'elle était vraiment bien en début de course. Mais la Cadillac 2 la numéro 2 a vraiment répondu présente. Donc ça c'est assez encourageant, alors que on sait très bien honnêtement que les 3 voitures ne travaillent pas vraiment ensemble. Donc l'année prochaine, avec les 2 Cadillac officiels chez Jota, ça promet, parce que là pour le coup on sait qu'il y aura un vrai travail d'équipe qui sera mené. Jota a fait des Cadillac. Si vous lisez Endurance Info, vous le savez bien évidemment. Okay. Mais voilà. Donc ça c'était chouette. Pour revenir. Bon, comme au 24 heures du Mans, une petite averse, donc on est rentré, on a changé de cadre. On est toujours au Mans, mais la pluie a fait son apparition. Et pas de safety car pour nous, mais il a fallu rentrer à l'abri pour finir ce podcast de Track Limit. Voilà. Donc on a été sur Toyota, hein. Je crois qu'on était passé à Toyota. Ouais. Laurent, alors Toyota, je trouve que c'est un peu 2 trajectoires assez différentes, hein. Déjà, on peut prendre la numéro 7, le calvaire, hein. Mike Conway qui te blesse avant la journée test, remplacé par Pechito Lopez.
Kamui Kobayashi qui sort en qualif alors qu'il en passe il a le deuxième chrono je crois au général, donc il voit tous ses chronos annulés, donc elle part 23ème. Accident de Nick De Vries avec une Nexus durant le warm-up. Pas de Toyota. Aucune Toyota effectivement en hyperpole. Et pendant la course, voilà, ça a été... Voilà, Toyota numéro 7, c'est la voir se mêler à la victoire en fin d'épreuve, c'est assez étonnant. Donc bravo quand même hein, à cette belle remontée. Maintenant, au final, au total, la 8 a été au-dessus. Au-dessus du lot. Ouais, elle a été au-dessus durant la course. Et pour le coup, quand on regarde, c'est peut-être le seul équipage qui a fait la course parfaite. Voilà, on a beaucoup... Ryo Hirakawa a été beaucoup critiqué l'année dernière. Là, ils ont honnêtement tous les trois fait le job. Ils ont fait une course quasi parfaite. Et hélas, il y a eu cet accrochage avec la 51, dont la 51 a été jugée coupable et qui l'a mis en hors course pour la victoire. Donc je peux comprendre l'agacement des trois pilotes et de l'écurie nippone avec la numéro 8. Plus qu'avec la numéro 7, hein, puisque Pechito Lopez, qui a été brillant, hein, mais qui a fait une erreur. Là, la 8, je pense que c'est dur à avaler. Bah, c'est dur à avaler, surtout quand tu connais le résultat, enfin quand tu connais les écarts en fait à l'arrivée. Donc bon, écoute, c'est la 8 au moment du contact avec la 51, c'est la 8 qui se bat hein, devant, hein, c'est la 8, la Toyota est la mieux placée. Et là, clairement, Toyota perd sa plus fine gâchette, quoi. Et on en parlait avant l'averse. On a toujours un peu de mal à comprendre un peu l'échelle des pénalités. Ouais. Évidemment, on ne fait pas partie du collège des commissaires. Hein. Attention, il faut bien faire la différence entre le directeur de course et le collège des commissaires. C'est le collège des commissaires qui prend les décisions. Le directeur de course remonte les faits, bon. et c'est le collège des commissaires qui prend la décision. Il faut toujours bien faire la différence entre les deux parties, les deux entités. Mais bon, évidemment, les pro-Ferrari qui sont nombreux vont trouver que c'est normal. Les pro-Toyota qui sont certainement moins nombreux vont trouver que il y a forcément un petit couac. Bon, après, chacun se fera une opinion. Non, voilà, puis c'est ce qu'on disait avant. Bravo Ferrari, hein, mais vas-y, excuse-moi Laurent. Non, mais je trouve que la pénalité, quand même, c'est un peu... Bon. Voilà, on ne sait pas pourquoi cette décision a été prise, honnêtement. Donc Alessandro Pierguidi est jugé coupable. La Toyota perd une trentaine de secondes, si je ne m'abuse. Un petit peu moins peut-être, mais ouais. Ouais, enfin en tous les cas, bon, elle perd toute chance de jouer la gagne. Et derrière que 5 secondes de plus à observer lors du prochain passage par les stands. Moi, j'ai repris tous les contacts évitables, toutes les décisions qui ont été prises durant l'épreuve. C'est la seule, hein. Sinon c'est minimum drive-through, voire 30 secondes de stop and go. Ouais, sachant que si c'est que 5 secondes, ça veut dire que tu perds pas le temps de rentrer, le temps de sortie, exactement. Parce que c'est juste à l'arrêt que si tu prends un drive-through, tu perds... Moi, je trouve que c'est assez disproportionné par rapport... Il y en a qui vont dire qu'il faut juger l'acte, pas la conséquence, tout ce que vous voulez. L'empêche, c'est que la Toyota numéro 8 est hors course, la conséquence, elle est phénoménale. Et derrière... Même, il y a un autre concurrent. Alors on peut se rappeler l'accrochage entre la 22 et la 33 au raccordement. Il y en a eu d'autres. Mathieu Jaminet, hein, drive-through après le contact avec la Lamborghini d'Iron Dames. Il y a eu dans la nuit, il y en a eu d'autres. Je crois qu'il y en a une poignée. Hein. Et mine de rien, cette pénalité de 5 secondes qui honnêtement ne change pas grand-chose, elle a des conséquences pour Toyota. Enfin, l'accrochage a des conséquences pour Toyota, clairement. Mais la 50 hélas la 50 n'y est pour rien hein, mais elle s'est débarrassée la voiture sœur l'a aidé on va dire à se débarrasser d'une rivale, même si encore une fois loin de moi l'idée que c'est pas du tout volontaire hein, c'est surtout pas ce qu'on dit, loin de là. Je peux vous dire que surtout plus encore quand on connaît la rivalité entre les deux Ferrari. Par contre même Porsche hein, ils pourraient avoir des raisons de pester. Il y a 1 seconde d'écart à l'arrivée entre la Porsche numéro 6 qui termine 4ème et la Ferrari numéro 51 qui monte sur la 3ème marche du podium. Donc 5 secondes, moi je trouve ça quand même assez léger. Et c'est juste ça. Encore une fois, j'aimerais savoir ce qui s'est dit lorsque cette décision a été prise. Il y a une autre pénalité aussi hein, sur laquelle on peut revenir. Hein. C'est entre la 83 et la BMW. Oui. C'est encore une Ferrari. Mais oui. À partir du moment où on juge Kubica responsable, on lui met un stop and go de 30 secondes.
Mais là, s'il est vraiment responsable, ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave. Déjà la mise en danger vis-à-vis de Dries Vanthoor quand tu vois le pet de la belle, derrière la course interrompue et tout, c'est pareil, s'il est soit on estime que c'est un fait de course, mais là le juger coupable et que 30 secondes, c'est vrai que ça fait un petit peu voilà. Alors sachant parce que je pense que les gens ont aussi oublié que la BM était pas dans le même tour. Entre la 83 et la BM. Maintenant c'est sûr que s'il est vraiment jugé coupable, bon, parce que là, il aurait pu. Enfin, Dries prend une belle boîte quand même. Hein. Ouais, non, c'est. Et là aussi, il y a rien. C'est pas une question d'accrochage volontaire ou pas. Non. Mais s'il est jugé responsable, c'est sûr. Heureusement qu'on n'en est pas là. Heureusement qu'on n'en est pas à avoir des pilotes qui le font exprès. Mais oui. Et puis c'est. Voilà, c'est juste une certaine constance. C'est vrai qu'on s'est tous dit. Voilà. Après, il y a cette histoire de une autre non-pénalité cette fois-ci qui a fait jaser, c'est ce fameux unsafe release de la Ferrari numéro 50 en fin de course qui, quand elle s'apprête à quitter son emplacement de stand, il y a d'ailleurs le mécanicien qui a toujours sa sucette et Niklas Nielsen, quand il repart, il tape la sucette du mécanicien. Et en fait, il y a une LMP2 qui arrive et qui est obligée de freiner pour éviter un éventuel contact avec la Ferrari numéro 50. Finalement, Niklas Nielsen laisse passer la LMP2 et donc la décision est prise de ne pas pénaliser la numéro 50. Là, on a tous les sons de cloche différents. J'ai commenté la course sur la chaîne équipe et Bati Pregliasco, le team manager, nous a dit il aurait fallu que la ligne blanche soit franchie, il aurait fallu que la voiture soit tout partie sur la fast lane. Voilà. Après, le pilote de la LMP2 était clair, il a dû ralentir et nul ne sait ce qui se serait passé. Voilà, ça c'est très compliqué. Et nous, honnêtement, on a regardé le règlement, c'est très flou. Nous, cette histoire de fastlane, en tous les cas, sur le règlement qui est disponible sur Internet, je ne l'ai pas vu. Donc, moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Je sais pas quoi penser de ça. D'autant qu'en début de course, la numéro 50 avait déjà eu, pareil, hein, une petite pénalité pour unsafe release. Donc, bon. Là-dessus, moi, je reconnais que je sais pas ce que toi, Lolo, t'en as pensé, mais je suis un peu, je suis pas assez. Là, j'ai pas trouvé. J'ai beau éplucher les règlements, j'ai pas trouvé une règle claire et précise sur ce point-là. Et bon. C'est un peu, ouais, c'est sûr, c'est un peu le flou artistique en termes de règlement pour une telle décision. Après, il faut aussi pas faire trop de comparaisons entre les différents championnats parce que les règles peuvent être différentes, même si on le voit qu'avec les unsafe release, d'une façon un peu générale, on va pas dire ça à la tête du client, mais on a des décisions parfois qui sont un peu bizarres. Et évidemment, avec plus d'hypercars en lice pour la victoire, forcément, ça rajoute beaucoup plus de pression au pilote. Donc, il y a forcément beaucoup plus de choses à dire et beaucoup plus de choses à raconter et de contestations possibles. Quand tu as 3 voitures pour la gagne, c'est pas la même chose que quand on a une vingtaine. Ouais. Même si là, on n'a pas eu 20 voitures pour la gagne en général, mais il y en a beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc c'est sûr que ça peut créer un peu de frustration. Et la dernière, c'est effectivement cette porte ouverte sur la Ferrari numéro 50, cette portière droite qui a été vraiment, pour le coup, la direction de course a mis beaucoup de temps à la signaler. Toyota s'en est ouvertement dit, ça a été très long. Je sais plus combien, j'ai entendu parler de 6 tours, mais je reconnais que j'ai Alors là, par contre, je pense que ça a été très long et surtout trop long. Mais voilà, ça, c'est un avis personnel. En fait, le problème, c'est que même quand cela leur a été signifié, il leur a été signifié, globalement, merci de faire quelque chose pour fermer la porte. En fait, c'est soit la décision elle est prise, c'est vous rentrez ce tour ou pas. Et donc, Niklas Nielsen repart, et à la fin, si on lui avait intimé l'ordre tout de suite de rentrer pour fermer la porte, il aurait dû faire un arrêt supplémentaire, et là, c'était terminé. Ouais, on a eu la même chose, on se souvient, à Spa, mais c'était sous régime de neutralisation. Alors, c'est ce régime de neutralisation, finalement, Neil a réussi à fermer lui-même la porte. Mais oui, c'est sinon, il aurait fallu s'arrêter. Beaucoup se sont étonnés, et surtout, en plus, à partir du moment où la décision, normalement, c'est estimé être une décision de sécurité, c'est quelque chose qui semblerait aurait dû être observé tout de suite. En tout cas, voilà, Toyota s'en est clairement exprimé son avis sur la question. Donc bon, voilà, c'était les petites... comme on disait avant, bravo à Ferrari numéro 50, ils ont fait un super job, les 3 pilotes et tout. Mais c'est aussi notre boulot. Ils n'ont pas toujours été... Ils peuvent porter un petit peu... Ouais, on l'a dit au début, ils n'ont pas toujours été récompensés de la pointe de vitesse de la 50. Mais écoute, de toute façon, à la fin, il faut un vainqueur. Il y aura toujours quelque chose à dire à un moment sur une course de 24 heures. Il faut de la réussite. On dit la chance du champion.
Il faut de la réussite. Énormément de réussite. Avec presque 7 heures sous safety car. Alors, on va le rappeler, hein, les 24 heures du Mans depuis 1923 n'ont jamais été interrompues par un drapeau rouge. Certains l'ont demandé cette année. Bah, écoute, alors, moi j'ai un avis, qui est un avis perso. Je veux dire, on n'arrête pas de nous rabâcher de RSE, d'économie et tout, et on fait rouler des voitures pendant presque 7 heures. On les fait rouler. Tout ça peut-être pour dire on n'a jamais eu de drapeau rouge au Mans. Bon. Mais nous, il y a en tous les cas des pilotes qui, là-dessus, puisque tu rebondis là-dessus, il y a des pilotes qui nous ont clairement dit, on se retrouvait à freiner en ligne droite, quoi. Ouais, même derrière la voiture de sécurité, et c'est sûr qu'ils disaient, mais pourquoi vous mettez pas un drapeau rouge ? Ça n'a aucun sens de faire rouler. À vrai dire, j'ai pas la réponse. Là, pour le coup, je sais pas pourquoi, mais oui, on a un petit peu l'impression qu'on roule. Oui. On roule et après on va nous dire qu'il faut faire des économies et tout, de carburant, de pneus, Donc bon, ok, il y a du public en piste, mais le public qui voit des voitures passer toutes les X minutes, qui sont derrière une voiture de sécurité pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, presque 7 heures. Bon, ok, on n'aime pas les drapeaux rouges, ça c'est sûr, on n'aime pas ça. Mais bon, voilà. Depuis le début de l'année, de toute façon, les courses de 24 heures, c'est un peu compliqué quand même. Entre Daytona... Les 7h54 de Spa, Daytona... Les 23h58 les 23h58 de Daytona et les 7h du Nürburgring et voilà, 2024. Donc, l'année 2024 est assez spéciale. Ouais, c'est assez spécial sur le plan du temps de course. Mais voilà. Mais non, ça a été... pour les télés, heureusement, ça arrivait juste... Ouais, parce que c'est en pleine nuit et... Enfin, moi, je me suis retrouvé à commenter 4 heures de safety car. Il a fallu meubler. Mais non, heureusement, en tous les cas, ça arrive au moment. Et ça nous a pas... Honnêtement, l'édition restera mémorable. On a eu on me posait la question hier, qu'est-ce que tu dois retenir de cette édition ? À mes yeux, on a eu, en tous les cas, pendant très longtemps, 4 constructeurs qui se sont réellement battus pour la victoire. Si on peut dire ce qu'on veut sur 2023, sur le fait que la Porsche ait mené la course, sur le fait que les Peugeot aient mené la course, je suis désolé, mais ça n'a pas été à la régulière. Là, on peut clairement dire qu'il y a 4 constructeurs qui se sont battus à la régulière pour la gagne, qui se sont hissés à la première place à la régulière. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe. Moi, de mémoire, j'ai pas souvenir d'une telle... Mais après, il aurait fallu voir aussi ce qui serait passé si la course avait été entièrement sèche. Ah bah ça, on ne le fera jamais. Non, mais le truc, c'est que tu as quand même l'impression qu'il faut toujours que tu aies un élément extérieur pour... Alors, les relances sont magnifiques, parce que tu as quand même beaucoup de voitures et tout. Tu peux même les Lamborghini qui étaient un petit peu loin, en début de course, les Alpines après la neutralisation, la première. Mais si tu as une course qui est entièrement sèche, une fois que les écarts sont faits, je veux dire, les Lamborghini, enfin, t'avais peut-être quoi, 12, 13, 14 voitures à chaque fois au niveau de la relance. Mais par contre, c'est toujours les mêmes après qui s'échappent. C'est toujours les 4 mêmes. Bon. C'est toujours les 4 mêmes. Mais ça fait une belle relance. Mais en même temps, c'est on parlera de Peugeot plus tard. Ce sont les 4 qui sont là depuis un certain temps. Qui ont tous une saison dans les pattes. Et donc bon, c'était un spectacle incroyable. Ah oui, ça là-dessus, c'est une édition. Ça là-dessus, il n'y a pas photo. C'est une édition qui pour le public a été folle et comme tu le disais, en plus ils sont restés parce que le spectacle a été incroyable et les gens viennent pour ça à la base. Hein. Voilà, nous à la télé, il y a un moment, Porsche et Cadillac redoutaient vraiment ce combat direct en fin de course qui a lieu, de par les conditions et les interventions de la voiture de sécurité et ce nouveau système qui regroupe à chaque fois, comme tu disais, les concurrents, et au combat direct, il y en a manqué un petit peu à Porsche et Cadillac. Clairement, et notamment parce que... en ligne droite, il pouvait pas doubler, il pouvait pas répliquer quand il se faisait doubler, et on l'a vu à un moment avec je sais plus si c'est une Ferrari ou une Toyota, voire les deux, qui dépasse la numéro 6. Je crois que c'est Lorenz Vanthoor au volant ou Kevin Estre, il peut rien faire en fait. Quand tu vois le peu de temps passé dans les stands, notamment pour la numéro 5, qui a quand même moins d'arrêts que la concurrence aussi, je crois qu'elle a 24 arrêts, elle a passé quand même pas très très longtemps dans les stands. Il en manquait un peu à Porsche. Ouais. Sur le papier, avant le départ, avant le meeting, tout le monde te disait que Porsche avait course gagnée. Force est de constater que Porsche n'a pas de course gagnée, que Porsche n'a pas forcément... Je ne suis pas persuadé que ce soit le constructeur qui est le plus caché.
Mais bon, Non, voilà. ouais, Tu vois, avec le nombre de voitures au départ et tout le monde a dit ouais, mais Porsche, début de saison, Porsche en a encore sous le pied, Porsche a gagné et tout. Bah non, Porsche n'a pas gagné. Non, Porsche n'a pas gagné. Ils ont eu 3 voitures, mais l'américaine, malgré un trio excessivement fort, bah curieusement, ils ont un petit peu tâtonné toute la semaine en fait. Hein. Donc après, ils se sont en course, ils étaient plus proches quand même des 2 voitures sœurs que durant le reste de la semaine, mais ça n'a pas été fou, il n'y a pas de raison particulière. Jota, bravo à eux, hein, ils ont eu des soucis et voilà, mais c'est. Mais ouais, je mettrais un petit peu Porsche et Cadillac presque dans le même panier. Je suis un peu déçu pour Cadillac. Je suis un peu déçu pour Cadillac dans l'ensemble parce que j'attendais un peu. Enfin, j'aurais bien aimé que ça marche, même si il y en a quand même une, la numéro 2 quand même a quand même fait une belle course. Ah super. Et la 3 a été retirée, la 311 est aussi sortie de la piste. Mais ouais, je suis un peu en dedans pour Porsche et pour Cadillac. Ouais, c'est. Mais bon, ils ont animé la course, hein. Ah oui. Pendant, on va dire, 22 heures peut-être, ouais. mais oui, à la fin, il en manque un peu. Il en a manqué, voilà. Bon, pour le reste, après, il y a quand même des. On va passer rapidement, mais. Il y a quand même des bonnes choses à tirer chez les autres. Ouais. On l'avait dit. Presque tous les autres. Presque tous les autres. On l'avait dit avant, on avait dit dans le podcast qu'on avait fait avant la course qu'il y aurait plusieurs groupes et je pense qu'on s'est pas trop je pense que là-dessus on s'est pas trop trompé sur les groupes. BM, il y a eu le meilleur temps en qualif. Ça c'était super, c'est quand même beau. Super moment. Les petites parenthèses parce qu'on reviendra pas dessus. Je pense que qualif et Hyperpole, ça a été génial. Il y a des pilotes qui aimeraient que les catégories soient séparées en qualification. Parce qu'il y a encore énormément de trafic et ce ne sont pas forcément selon eux les bips. Après, c'est aussi. Mais on est d'accord. Tout le monde est logé à la même enseigne. Non, mais c'est ce que je disais. C'est aussi notre rôle de rapporter ce que les gens disent. Mais par contre, les 2 séances à suivre, ça a été un pied monumental. Donc voilà. Donc excuse-moi, je t'ai coupé. Je vais juste faire cette petite parenthèse parce que ça a été quand même, je trouve, 2 moments forts dans la semaine. Alors que tout le monde parle de la course en elle-même. Mais c'est vrai que ça a été aussi, je trouve, 2 très beaux moments de sport dans la semaine. Ouais, et puis juste pour finir, le principe de l'hyperpole c'est plutôt aussi assez. C'est très chouette. Assez cool pour tout le monde en fait. Donc ça c'est à dire, c'est positif. Donc BMW. BMW à part la 15 parce que la 20, la hardcar, on n'a pas trop sali en piste parce qu'elle a quand même passé pas mal de temps, de temps dans les stands et elle est ressortie vraiment dans le final. Et la 15, la 15, bon, on sait ce qu'il en était, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'accident avec la Ferrari 83 qui met fin à la course. Mais bon, il en a manqué. Oui. Il en a manqué vraiment. Mais au final, ce sont des faits de course. C'est pas la mécanique qui les a trahis. Ce sont des erreurs ou non de pilote, en tous les cas des accidents ou des contacts. Ouais. Et donc on peut pas trop juger. Parce la mayonnaise prend quand même, hein, non ? Oui. On a l'impression que la mayonnaise entre BMW et WRT prend. On vous dit depuis le début, ça ne peut que marcher, et je continue à penser que ça ne peut que marcher. Ah, puis ce sera certainement mieux qu'RLL, ça fait aucun doute. Mais bon, après la voiture a été arrêtée assez tôt, quand même. Donc écoute, voilà. Donc BM, ok. Alors Alpine. Moi je trouve les gens très sévères sur Alpine. Je sais pas si on est forcément d'accord. D'accord, au bout de 6 heures, rideau fermé. Maintenant, la perf est là. Ils ont bien bossé. À eux de fiabiliser la chose. Maintenant, c'est souvent on dit qu'une voiture qui est surtout avec un règlement BOP où les évolutions sont interdites, je pense que c'est plus facile de rendre fiable une voiture performante que rendre performante une voiture fiable. C'est peut-être débile ce que je suis en train de dire. C'est quand même la première fois depuis le début du podcast qu'on cite le mot BOP. Quand même le signaler. Mais écoutez, ils ont quand même une belle perf. Paul Louchatin qui en a eu dans l'hyperpole. Charles Milesi en début de course a été très bon. Charles Milesi a été très bon en début de course. Et Nicolas Lapierre, s'il n'a pas son problème, la fiabilité est vraiment inquiétante. Hein. C'est vraiment. Parce qu'en hyperpole, il y a déjà, en qualification, il y a déjà Nicolas Lapierre qui a un souci. Et si vous prenez son meilleur tour idéal, il est lui aussi en hyperpole. Il est au port de l'hyperpole. Ah oui. Donc, c'est drapeau rouge à la fin, suite à la sortie de je ne sais plus, il y a un drapeau rouge, je ne sais plus, ça m'échappe en qualification qui l'empêche de... c'est Kamui Kobayashi qui Merci, exactement, Kamui Kobayashi dont on parlait tout à l'heure. Mais la perf, elle est là en tous les cas. On le voit et on l'avait déjà vu à Spa. Donc moi, je suis assez confiant. Par contre,
Voilà, sur un circuit, il y en a qui vont peut-être nous dire, mais pourquoi depuis le début de l'année ils sont pas embêtés? Je pense que le circuit du Mans est tout simplement plus exigeant pour les moteurs. C'est sûr que par rapport au Qatar, notamment. Voilà, et pour l'instant, les soucis viennent du moteur, papillon, bas moteur, et ce sont des éléments de ce que nous avons compris qui sont longs en termes de conception. Il ne faut pas s'attendre à les voir débarquer en cours de saison. Donc, mais en tous les cas, d'ici la fin de saison. Vous voyez que avant la fin de saison, ça pouvait peut-être arriver. Peut-être. On verra. Donc, mais bon, voilà. Moi, vraiment, je tiens à dire, faut pas jeter sur Alpine parce que voilà, il y a quand même. Évidemment, le résultat est très décevant. Et je pense que là où les gens en plus ont un peu tiré à boulet rouge sur Alpine, c'est que là où ils ont pas de cul, c'est que ça arrive à quelques minutes d'intervalle. Les deux. Donc forcément, tu vas retenir que les deux ont abandonné à quelques minutes d'intervalle. Donc là-dessus, je suis assez d'accord. On connaît le châssis. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Et donc, c'est le problème moteur, vraiment. Mais les pilotes sont là. Et je pense que les gens sont un peu. Et on va parler de Lamborghini qui est sur le même calendrier, quasiment. Sur le même calendrier. Pour le coup, sur le même calendrier. C'est le contraire. Et moi, je retiens du positif de Lamborghini qui voit ces deux voitures à l'arrivée. C'est la première fois que la voiture faisait une course de 24 heures. C'est la première fois qu'ils en alignaient deux sur une même course. Là, franchement, moi je pense que c'est plutôt genre tire du positif. En fait, le défi il est contraire à celui d'Alpine. En revanche, en perf, malgré une BOP, je suis désolé, qui est sur le papier, quand on voit les chiffres, encore une fois, c'est très compliqué à analyser pour nous, qui ne semble pas être à son désavantage. On parle d'un châssis trop souple. On parle d'un embonpoint. Elle fait 3 tonnes. Elle est trop lourde. Elle n'est même pas le poids que vous voyez sur les tableaux de BOP. Ce n'est pas le réel poids de la Lamborghini. Parce qu'elle est, quand on voit les chiffres de BOP, on se dit, disons qu'elle est très légère. Mais ils ne sont pas capables d'atteindre ce poids. Ils ont, on n'en parle pas de 2 kilos. La voiture est vraiment trop lourde. Donc là, ça pose souci. Donc il y a du boulot à faire. Clairement, il faudra voir à quel point c'est considéré comme des jokers fiabilité ou performance, donc coûteux ou non. Mais tout à l'heure on disait que Alpine doit fiabiliser sa monture. Déjà la Lamborghini avait vu l'arrivée des 12 heures d'essai Sebring qui est quand même une course assez exigeante. Là, dans le même tour que le leader en plus. Et là, c'est le contraire d'Alpine. Maintenant, faut gagner de la perf. Mais par contre, la fiabilité, les deux voitures sont là. Non, complètement. Mais tu as l'impression que les Lamborghini, en fait, ce qu'elles ont fait du début à l'arrivée, c'est qu'elles ont roulé. Elles ont enchaîné les tours, mais sans pouvoir jouer forcément le haut de tableau. Et puis la perf, certes, il y a le poids, certes, il y a le potentiel intrinsèque, on va dire, de la voiture qui n'a pas encore été à mes yeux débloqué. Et pourquoi il n'a pas été débloqué? Il ne roule jamais. Il ne roule jamais. Vous regardez les essais des autres voitures, par rapport à la concurrence, il roule très très peu. Ils ont fait un roll-out sur une voiture avant d'arriver à Manicourt, et puis terminé. Et là-dessus, c'est... Alors, est-ce que c'est un manque de budget? Est-ce que... Je sais pas, mais en tous les cas, il roule, je pense, trop peu pour à un moment vouloir aller chatouiller les ténors. Donc il y a quand même beaucoup de boulot, mais aussi comme tu dis Laurent, du positif. Ah oui, si. Enfin, moi je trouve qu'il y a du positif. Alors après, évidemment, Lamborghini va être obligé de passer la vitesse supérieure pour l'année prochaine avec l'obligation d'avoir 2 voitures en WEC. On vous fera part dans les prochains jours d'une interview de Stéphane Wilkenman, le patron de Lamborghini, et Drew Van Moor qui a pris la place de Giorgio Sana. Mais bon, est-ce qu'il faudra avoir quelques changements pour l'année prochaine? C'est un petit peu le point d'interrogation. Ouais. Mais bon, on a senti un petit peu de fébrilité dans les propos des uns et des autres. Qu'on n'oublie personne. Maintenant, on a Peugeot et Isota. J'ai oublié quelqu'un. Non. Isota. Allez, on va faire Isota. Moi, je dis... J'ai mis dans le guide, s'ils atteignent l'arrivée et devant les LMP2, ce sera un exploit de taille, ils l'ont fait. Ah oui, et là-dessus, chapeau, franchement, c'est la bonne surprise des 24 heures du Mans. Dans la catégorie hypercar, tout le monde les a un peu taillés en pointe, notamment par rapport à l'équipage et tout. Ils ont une voiture. Mais moi, le premier, mais je le maintiens toujours, l'équipage n'est pas au niveau. Mais en tous les cas, la voiture, les pilotes... Ils n'ont pas fait de conneries. Exactement. Ils n'ont pas fait de conneries et on rappelle qu'ils ont 2 pilotes classés Silver par la FIA dans l'équipage, c'est une première. Et donc non, franchement, bonne surprise de Isotta Fraschini. Vraiment, là aussi, ça va être un sacré challenge pour l'année prochaine s'il faut mettre 2 voitures au départ. Il va falloir trouver les budgets. On sait que c'est Duquesne qui faisait la partie technique pour cette année, enfin qui fait la partie technique pour cette année. Donc à voir pour l'année prochaine. Mais là, franchement, c'est la bonne surprise et vraiment bien. Bravo Isotta Fraschini. Vraiment. Et dernier Peugeot.
Pour moi, Peugeot. c'est la déception de la catégorie hypercar. Écoute, tu viens là avec une nouvelle voiture. On fondait beaucoup d'espoir. Tout le monde fondait beaucoup d'espoir sur cette nouvelle voiture. Et alors, elles sont à l'arrivée. Mais comme la concurrence, enfin comme Lamborghini par exemple, sauf elles sont à l'arrivée. C'est une nouvelle Et c'est roulé. La mécanique est la même que celle de l'an passé. Ouais, et ça a roulé, mais sans jouer devant. C'est une voiture, c'est une mécanique qui roule depuis juillet 2022 en compétition. Donc qu'elle soit fiable, j'ai envie de dire, heureusement. Mais ils ont roulé, c'est tout. On peut. Là, ils ont beaucoup pesté sur les 2 dernières courses à Imola et Spa sur la BOP de cette nouvelle auto. À juste titre. Enfin, encore une fois, c'est compliqué pour nous d'analyser, mais on l'a trouvé tous très sévère. Quasiment la voiture la plus lourde et la moins puissante à chaque fois. Là, c'était pas le cas. Je n'ai pas vu Peugeot de la semaine. Alors, voilà, encore une fois, c'est un nouveau circuit. La BOP, on vous l'a expliqué, on va pas revenir là en détail, dépend des circuits et des caractéristiques des autos. Mais moi, j'ai l'impression que les pilotes n'étaient pas contents de la balance de la voiture, que je suis désolé, il n'y a pas, et je crois que c'est Stoffel Van Dorn qui l'a clairement dit, il n'y a pas que la BOP là. Et quand tu vois la pression qui a été mise par le management, Linda Jackson a encore une fois répété, on est en sport auto pour gagner, et pour l'instant, on en est loin. Ouais, et donc là, une deuxième, c'est un peu, c'est dur. Ouais, c'est dur. C'est dur pour, encore une fois, moi je me répète, c'est une équipe pour laquelle il y a vraiment des super mécanos, des super ingés, des gens aussi gentils que compétents, et ça me fait mal au cœur pour eux parce qu'ils se sont donné beaucoup de mal, mais ils n'ont joué strictement aucun rôle durant la semaine. Non, ils ont roulé. Ouais. C'est des tours. Ils ont fait des tours et tu es aux portes du top 10 et toujours aux portes du top 10. Et les essais ont pas été non plus à la hauteur des espérances. Et franchement, je me méfierais quand même parce qu'on a beau avoir à la tête de Stellantis un Carlos Tavares qui est quand même un grand défenseur de sport automobile. À un moment, il y a des chiffres. On sait que lui, les chiffres, il les connaît. Et qu'à un moment, s'il va falloir tailler dans le vif, je pense qu'on prendra pas de gants. Ouais. On parle un peu des autres catégories, Laurent ? On parle un peu des autres catégories. Moi, la catégorie qui pas qui me plaît le plus, mais là où je suis le plus à l'aise, c'est le P2 parce qu'au moins, il n'y a pas de BOP. Ils ont tous la même voiture. Et au moins, Tavion du début à l'arrivée. Là aussi, c'est une catégorie où il y a pas eu beaucoup d'abandons. Il y a eu 3, je crois. 3 abandons, il me semble, en P2. Je l'ai plus en tête, oui. Et 3 abandons en P2. On a une voiture qui est fiable, qui est éprouvée, des équipes qui connaissent toute la catégorie LMP2, franchement. Des pilotes, on a quelques rookies. Qu'est-ce qu'on peut dire que United Autosport revient sur le devant de la scène. Alors évidemment, on a des équipes... Et pas avec l'équipage qu'on attendait. Et pas avec l'équipage qu'on attendait, parce qu'évidemment, tout le monde disait Ben Keating, la voiture de Ben Keating. Là, ça s'est un peu pris les pieds dans le tapis sur cette voiture-là. Je suis content pour un Nolan Siegel, qui est un très jeune pilote, qu'on avait mis d'ailleurs dans la performance du week-end, je ne sais pas si tu te souviens, l'année passée, à Daytona, qui avait été très très bon. Qui a eu un moment un peu difficile en plus ces dernières semaines, parce que ça a été, tu m'arrêtes si je me trompe, le seul pilote qui a raté le bump, qui a été éjecté du bump day à Indy 500, qui n'a pas pris part à la course, et qui on l'a vu très très affecté. Là, il a fait un peu l'ascenseur émotionnel. Et non, franchement, bien pour United, bien parce que c'est un équipage de jeunes encadré par Oliver Jarvis, qui est le moins jeune de l'équipage, mais qui est un peu le capitaine et qui est un peu le métronome. Qui pour moi est sous-coté. Ouais, exactement. Il est sous-coté depuis qu'il a été chez Audi. Il n'y a jamais aucun constructeur vraiment de premier plan qui lui a fait confiance. Et le mec est totalement sous-coté. Et Oliver Jarvis, qui est le capitaine avec 2 jeunes pilotes qui viennent et tout. Et franchement, non. Le troisième, je sais à peu près de prononcer son Garg, ouais. Voilà. Donc, chapeau à eux. Et des gens qu'on voit en IMSA, qu'on suit un peu en IMSA le reste de l'année. Et franchement, bravo. Deuxième victoire après 2020. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. La deuxième place. À la deuxième place, on a Inter-Europol. Là, content pour Clément Novalak, parce que c'est un Français, et qui débute au Mans, et qui est un mec sympa. Qui prouve en tous les cas qu'il s'est très très bien adapté à la discipline. Exactement. Il avait déjà montré sur les courses précédentes. Ouais, et qui roule en ELMS et tout, et qui fait un beau switch en endurance. Donc Inter-Europol n'a pas gagné. Contrairement à l'année passée, mais une deuxième place encore avec Jakub Smiechowski.
Et la troisième place, Bah, c'est Hidek. quand même un podium pour Hidek. C'est C'est quand même une belle C'est récompense chouette. Ça fait après la tellement de temps. fidélité Ça fait d'Hidek. tellement de temps qu'il court après. J'ai un petit pincement au cœur parce que je pense à Paul Loup. Pas Apollo, ouais. Qui les a portés et qui a tout fait pour les mener vers les sommets Ouais, et qui les a menés vers les sommets. Je pense que Il est ravi. Je suis persuadé Mais- qu'il était super content pour eux. je pense qu'on peut mettre un peu Paul Loup en 4e pilote dans l'équipage Voilà. parce qu'il les a quand même aidés aussi à progresser. Ouais. Et Dans tous les cas, il le mérite. Ça fait tellement de temps qu'il court après. Ça fait plusieurs fois il l'aurait mérité. Et course super discrète. ouais, Ils parce sont que sortis de entre guillemets du bois, comme on dit, assez au bon moment. ouais, puis en plus c'est un Et podium. bravo. C'est pas un podium qui était couru d'avance parce qu'on a un peu remodelé l'équipage suite au départ de Paul Loup. On a un Richard de Gérus qui est un jeune pilote qui lui aussi, à mon avis, peut faire des belles choses à l'avenir. Et un vrai Silver. Et non, franchement, je suis content aussi pour lui. Et Job van Uitert qui prouve qu'il est là. Et non, franchement, ça récompense tous les efforts faits par Patrice Lafargue qui gère le team et par Nico Mination à la tête de l'équipe depuis plusieurs saisons. Encore un petit. On en parlait avec Paul Loup il n'y a pas longtemps. C'est Paul Lafargue. En fait, il est vraiment entre deux eaux. Vous pouvez pas le mettre face au bronze. Il va leur mettre une claque. Ouais. Mais c'est par rapport à certains. Excusez-moi, il s'est battu contre Lorenzo Fluxa qui était en F2 l'année dernière. Non, mais là. Il est considéré au même niveau que Lorenzo Fluxa. Là, il y a Chapeau Paul Lafargue. Ouais, sur le mais podium. il y a quand même quelques cagades en termes de catégorisation de pilotes, comme oui, toujours. Mais chapeau Paul Lafargue parce que c'est sûr qu'il serait en bronze, il serait au-dessus du lot, c'est ça, comme tu le dis. Et en silver, il se bat contre des pilotes où il peut pas lutter. Je veux dire, Paul Lafargue aujourd'hui, il est au boulot. Ouais. Donc, franchement, bravo à lui. Chapeau. Et content pour le podium d'Hidek. Et puis tout le monde disait qu'on pouvait avoir une LMP2 Pro-Am qui gagne les 24 heures du Mans en P2, mais ça n'a pas été le cas. On a vu la 183 d'Yves Corset de François Perrault, Ben Barnicot et Nico Varone devant. C'est aussi lié au fait qu'il y a eu une grosse neutralisation. Ouais. Forcément, les équipes donc LMP2 et LMGT3 qui comptent un amateur ont forcément mis au volant à ce moment-là pour perdre le moins de temps possible. Très tôt, c'est un peu une tâche ingrate. Très tôt dans la matinée, tous les pilotes bronze avaient fait le temps minimum de conduite. Exactement. Notamment, sauf erreur de ma part, quand le safety car du matin se termine, je crois que François Perraudot a pu remonter dans la voiture. Moi, j'ai vraiment cru en leur victoire. Ah oui. Parce que Nico Varone est un mec qui correspond bien en plus à l'échiquier. On sait que François aime bien s'entourer de pilotes en plus qui sont bien dans son move, et il a encore une fois, bravo parce qu'il a choisi quelqu'un en fait qui rentre dans le truc et qui est un très bon pilote. Il a relancé Niklas Nielsen aussi qui est maintenant chez Ferrari. Là avec Nico Varone c'est la même chose. Nico il a fait un Le Mans. Et Nico Varone c'est un peu la même chose que Richard de Gérus. Ça fait partie des pilotes à l'avenir qui peuvent aller très loin. Et Nico Varone c'est la même chose. Nico Varone c'est un bon mec, super sympa. Nico Varone il va rapide, loin d'être con. J'insiste. Au volant, c'est-à-dire avec intelligent. Varone, on l'a pas en hypercar l'année prochaine. Non, Nico Varone. J'ai même l'impression qu'il était meilleur que Barnicot, qui a une saison avec François dans l'Oreca 07. Alors, et c'est très compliqué de comparer cette année en raison des conditions, mais non, il m'a bluffé. Il m'a bluffé. Je sais pas si j'avais besoin encore d'être bluffé, mais pour moi, c'est une future star de l'endurance, au même titre qu'Amate Jacobsen. C'est incroyable ce mec. Moi, il m'a pas bluffé parce que ça fait pas mal de temps qu'on le suit et en fait, il est juste là où il doit être. Ouais. Et juste pour faire un parallèle avec ce qu'on a dit avant par rapport à Hidek, où Patrice Lafargue a quand même géré le team et lancé des pilotes, notamment Paul Loup, qui l'a relancé un peu et où il est maintenant chez Alpine. Et c'est la même chose pour François, qui remet des pilotes et tout. Et franchement, bravo à eux. Et c'est une belle victoire en Pro-Am pour cet équipage-là. Bon, après, sur le papier, c'est sûr que c'était peut-être celui qui était un petit peu au-dessus du lot. Pour moi, je m'attendais à Keating. Ouais, mais... je m'attendais à Keating. Keating, Albuquerque, Cannet, pour moi, c'était... Keating je pense qu'aujourd'hui, ce sont... En fait, moi, j'ai eu du mal et c'est tout à l'heure... Et ça, justement, ça rajoute encore du mérite à cet équipage à numéro 183. On a quand même... on a des bronzes aujourd'hui, et ça rejoint un peu ce qu'on disait au début avec le manque d'accidents. Et c'est super. Ben Keating, François Perraudot, George Kurtz, PJ Hayet, les bronzes, c'est des mecs qui savent tourner le cerceau maintenant. C'est des bronzes qui roulent quasiment tous les week-ends. C'est pas faire offense à la 183.
pour moi, moi, je ne m'étais pas favori parce que même si je mettais Keating un petit peu devant, pour diverses raisons et pour ce qu'il a montré ces dernières années, la catégorie P2 Pro était quand même très ouverte. Ouais, mais moi j'aurais mis plus une pièce quand même sur la 183. Je suis désolé, on n'a pas fait de pronostic d'ailleurs, j'aurais peut-être gagné un peu d'argent que sur la voiture de United, même si on connaît la pointe de vitesse de Ben Keating. Mais bon, 183. Et il y en a une. Et la voiture qui a passé le plus de temps en tête en P2, en plus, n'a pas été récompensée par un podium parce que c'est Vector Sport, qui a aussi un. Tu fais bien de le mentionner. Tu vois, donc quand même, qui a un bel équipage quand même. Incroyable, Vector Sport. Là, franchement, avec Ryan Cullen, Stéphane Riquelme et Patrick Pilet, et ils ont quand même le nombre de tours le plus de tours en tête de course en P2. Mais on avait. Moi, ils m'ont scotché avec toi. 16 voitures, 16 voitures, 3 abandons et une catégorie P2 qui est toujours aussi ouverte. Et on va les avoir encore, toutes ces équipes, normalement encore quelques années, puisque la catégorie LMP2 est prolongée. Et pour moi, le grandissime favori, c'est passé un petit peu ce qu'on disait, c'est en point de vitesse intouchable. Mais c'est cool. Ouais. C'est un numéro. Cool, la 47 a été beaucoup prise en défaut. On l'a beaucoup vu dehors, en tête à queue et tout. Et la 37, sur le papier, ils ont un équipage qui est. C'est pas possible, c'est impossible à suivre. C'est un équipage de jeunes loups, c'est un équipage de gens affûtés, mais. Fuchsa qui sort de la F2 en amateur avec Ritomo Miyata et Mate Jacobsen. C'est un équipage hypercar, le truc. C'est un équipage hypercar. Sur le papier, c'est sûr. Donc ils sont pas sur le podium. Non, et après on en a un aussi qui est toujours là. Bon, ça s'est pas forcément vu en termes de résultats, mais c'est Mathias Bech. Ouais. Là, il y en a deux pour moi là dans les anciens. Qui est franchement toujours là, qui est toujours métronome et tout. Alors ça s'est pas traduit en termes de résultats pour Panis Racing, mais franchement Mathias Bech est toujours là. Il y en a deux, Mathias et Patrick Pilet. Chapeau. Ouais. Chapeau Patrick Pilet. Honnêtement, aujourd'hui il roule en Asie en GT, si je dis pas de bêtises, et donc sa dernière course en P2 c'est. Et surtout que Patrick, c'est pas comme Mathias qui fait un championnat complet en P2. Ouais. Et Patrick qui revient quand même en P2, qui fait une course par an en P2. Ouais. Là, et franchement, non, bravo, parce que c'était solide. Ouais. GT ? Allez. Une fois de plus, moi j'ai eu la sensation que c'est presque plus les équipages que la voiture qui font la différence. Le problème c'est pareil, je veux dire, moi je sais pas trop quelle pièce il coûte parce que avec une longue neutralisation comme on a eu et les amateurs donc qui ont été mis au volant à ce moment-là. Alors je trouve que les gens ont assassiné Ahmad Al-Arti qui est sorti sur la BM46 parce qu'il y a Valentino Rossi. Il m'a fait mal au cœur, moi. Il m'a fait mal au cœur. Ahmad Al-Arti dans la voiture, il m'a fait mal au cœur. Sans déconner, si vous tapez sur Ahmad Al-Arti, c'est que vous connaissez rien au sport auto. Je suis désolé. C'est un des meilleurs bronzes. C'est un des meilleurs bronzes. Il fait une conne. Ok, il sort. C'est pas le premier. Ok, c'est Valentino Rossi. Il y en a plein qui sont sortis. Bon, ok. Les meilleurs sont sortis aussi, sont toujours sortis. Taper sur Ahmad Al-Arti, je vais y arriver. C'est une connerie. Parce que oui, comme tu le dis, ça fait partie des meilleurs bronzes. Il a roulé en P2, il a roulé en GT. Ok. C'est sûr qu'au niveau, je sais pas par où tu veux commencer. Pour le GT. Non, moi je te dis, moi j'ai l'impression que ces équipages, enfin, ils sont quasiment tous. Enfin, j'ai pas compté combien de marques différentes en tête. McLaren a été, à un moment ils avaient une voiture sur le podium. Porsche a été en tête et ils ont gagné. Même à Codis, peut-être pour la première fois de la saison amusée. Ouais, parce que c'est là. Personne les attendait, tout le monde les a un peu mis de côté et tout. Et franchement, la Lexus, qui est un peu comme la Lamborghini qui fait 3 tonnes, qui est très lourde. Les deux Lexus ont été là, les Ford Mustang ont Porsche été là, les Porsche ont été là, les Ferrari ont été là. Même si peut-être que c'est Ferrari. Les Ferrari, un petit peu en retrait. Déjà Thomas Flor, on a éliminé Ferrari, je pense que c'est McLaren, un peu la déception. Inception Racing. Et même United. Oui, bien sûr, mais Inception Racing, justement, je trouve qu'ils ont presque dominé United. Après, ils ont eu des soucis mécaniques. On oublie qui Lamborghini et Iron Dems qui laissé encore une fois, hélas, échapper le podium une deuxième année de rang, mais qui ont été là. Pareil, de Scavoni qui a éliminé la 60. Et puis n'oublions pas que le GT3 est une catégorie uniquement Pro-Am. Et on oublie qui De qui on n'a pas parlé? Les BM. BM, on l'a dit, ouais. Une fois, ils ont tous été là. Ils ont tous été là. Alors, ce serait mentir que vous dire que la Lexus, je pense qu'il y a encore
diverses choses à faire, peut-être notamment au niveau de la BOP pour la mettre dans le game, mais ils ont tous été là. Non, ils ont tous été là. Alors après, tout le monde parlait on a oublié Aston qui a fait, enfin il y en a une qui a terminé sur le toit quand même avec la voiture de The Art of Racing quand même. Mais qui a été bien présente. Qui a été bien présente aussi. Elle a été, je sais plus si elle a mené, mais en tous les cas elle a été dans Terre tête, ça c'est certain. Celle de D-Station qu'on a moins vu. Qu'on a un petit peu moins vu. Mais par contre, on n'a pas vu d'Aston en tête de course. Donc c'est peut-être aussi pour ça que on les a. Ouais, c'est un peu la marque qu'on a le moins. Ils ont été. La moins en verve, mais c'est sûr que tout le monde a été là. Là, évidemment, sur le papier, là, je pense que l'équipage Pure Racing était au-dessus du lot. Maintenant, il y a eu le problème mécanique. C'est une catégorie qui débute. Alors après, toutes les voitures ne débutent pas en compétition. On a quand même des nouvelles voitures avec la Corvette cette année. La Stone, même si c'est de look de loin, c'est la même, mais la Stone a beaucoup évolué. Ok. Donc ça fait partie des nouvelles voitures. La Ford Mustang aussi. Quel bilan on peut faire de ces trois vraies, on va dire, nouveautés? Bon, la Ford Mustang, on l'a pas vu depuis le début de saison. On l'a pas vu depuis le début de saison, mais là, elle est incroyable. C'est aussi dû à une chose, le tracé. Qui convient bien à la Ford. Parce qu'une voiture, notamment les pilotes nous disaient, c'est une voiture qu'ils ont du mal à freiner dans les virages, à l'emmener et vraiment maintenir la pédale. Et au Mans, c'est pas trop ça en fait. Au Mans, c'est la ligne droite et vous soudez dans la ligne droite et après vous tournez. Donc je m'attends pas à l'avoir à ce niveau-là partout, clairement pas. Non. Mais super. Il y en a une sur le podium. Si je ne dis pas de bêtises, 3e. Moi je mets bravo Mustang. C'est un résultat un peu inespéré, déjà parce qu'en termes de fiabilité, elle roule aux États-Unis. Elle avait fait une bonne manche aussi, on se souvient, en ouverture du GT World Challenge Europe, où personne ne l'attendait, où la voiture était un peu arrivée en kit, c'est-à-dire il y avait plein de pièces partout, et au final elle avait bien marché. Ouais. Et non, là c'est plutôt un résultat encourageant. Et j'ai une petite mention à Ben Barker. Ouais. Ben Barker, premier contrat officiel, pilote officiel Ford, meilleur temps des qualifs. Et pour moi, on en parlait tout à l'heure de Ever Jarvis, là c'est encore pire. Pour Ben Barker a toujours été excessivement sous-coté. Et je le dis depuis des années, quand il était chez GR, c'est un mec qui est très sous-coté. Ouais. Et de mémoire, je sais pas trop s'il n'avait pas gagné il y a 10 ans ici en Porsche, avec la course inaugurale, où Kevin aurait dû gagner. Donc bravo Mustang. Après dans les nouveaux, Corvette. Pas trop vu aux avant-postes. On les a vus au Qatar au début, mais là au Mans, c'est un peu passé un petit peu en dessous, je pense. Ouais. Par contre, ils sont à l'arrivée. Les deux sont à l'arrivée, mais et jusque-là, la fiabilité, c'était pas le point fort de la voiture. Alors ça c'est sûr. Et par contre, c'est un peu la même chose que Ford. On veut vendre des voitures. Je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup d'équipes qui investissent dans des Ford et dans des Corvettes, déjà à cause du prix, parce que ça coûte quand même un porte-avions le truc. Mais oui, elles sont à l'arrivée. C'est plutôt une belle fiabilité quand on se souvient des 24 heures de Daytona quand même, qui avaient été assez compliquées. Donc on va voir aussi. Là, on a aussi des nouveaux pilotes qui viennent, même si on a des pilotes de talent. Parce qu'il y en a un autre, si tu veux parler d'un pilote sous-côté, c'est Daniel Juncadella, qui n'est pas forcément le pilote qu'on connaît le plus, mais Daniel Juncadella, ça va quand même suffisamment vite. Mais il a un palmarès. Moi, je dis pas que Jarvis et Ben Barker n'en ont pas. Encore que Ben Barker, mais Daniel Juncadella, c'est un mec qui vient de la monoplace, il a un petit peu le DTM, il a fait le DTM, il a gagné 24 heures de Spa, ok, mais c'est pas quelqu'un qu'on connaissait en WEC et au Mans, parce que prof, c'est sa première participation en 24 heures. Mais et puis Aston, on l'a dit, il y en a une qui finit sur le toit. Ça aurait pu faire plus mal d'ailleurs. Mancinelli, il s'est mis quand même une belle boîte et solide. La preuve. Je pense qu'il y avait une hypercar à l'intérieur de mémoire. Il y avait une baston d'hypercar et tout. Il sort un tout petit poil. Il a vu dans les rétros, il a pris un peu peur. Donc Aston, c'est aussi prometteur en termes de fiabilité. C'est une nouvelle voiture, mais il en manque un peu encore. Alors, il en manque un peu, mais surtout, malgré l'interruption de course, est-ce qu'il n'y a pas. Il faudrait que je regarde exactement, mais. Il n'y a pas un petit facteur pilote. Il y a encore, on parlait tout à l'heure des bronzes en P2, on pourrait parler presque des bronzes en LM GT3. Tu as parlé d'Arman Alarty, on peut parler d'Aaron Lung, on peut parler de
James Cottingham, on a encore affaire à des mecs qui savent tourner les cerceaux. En revanche, Hiroshi Koizumi, Satoshi Yoshino, ça commence un petit peu à tirer la langue, je pense, face à ces mecs-là. Je pense que c'est limite. Et Koizumi, on l'a vu plusieurs fois en faute d'ailleurs. Ah non, mais là, c'est sûr. Ouais, non, mais là, c'est un tour en dessous, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc, en termes de bronze, il n'y a pas photo. Il y a Ian James aussi, qui est quand même plutôt pas mal, qui roule quand même beaucoup sur la Stone. Mais c'est sûr que quand tu commences à parler de. Alors, j'ai rien contre Hiroshi Koizumi, mais c'est sûr que c'est en dedans. Ça, c'est clair. Satoshi Yoshino a dit qu'il a arrêté sa carrière, je crois, en tant que pilote. Il fait que les 24 heures du Mans cette année. C'est pas la première fois qu'il le dit, alors ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur, c'est pour lui. Hein. Là, il fait que le Mans, il fait pas le WEC, puisqu'en WEC, c'est Clément Matteux qui roule. Mais là, c'est un tour en dessous. Et puis, le niveau des bronzes. Mais le problème, c'est que. Enfin, pas le problème, mais le sujet, c'est que Darren Young, il fait le British GT, il fait plein de trucs. Les autres pilotes font plein de choses. Là, on va les retrouver. Combien on va retrouver aux 24 heures de Spa dans moins de 2 semaines? Donc les bronzes roulent autant, voire plus que certains silver. Mais aujourd'hui, il y a pas mal d'équipes, j'ai l'impression, en GT20. Alors, peut-être que TF va changer son fusil d'épaule l'année prochaine. J'ai l'impression qu'ils partent, ils savent déjà qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Encore une fois, quand vous mettez un John Hartshorn face à un Darren Young... Par contre, ce qu'il faut quand même signaler, Thibaut, c'est que toutes les équipes, je parle des équipes, je parle pas des pilotes, toutes les équipes, c'est du high level en GT. Ah oui. C'est du high level. T'as pas une équipe qui est en retrait d'une autre. Non. Tu vois, que ce soit TF Sport, que ce soit WRT, que ce soit Codis, que ce soit Proton, D-Station, The Art of Racing, parce qu'on sait que c'est Aston qui est derrière. C'est ProDrive, ouais. C'est ProDrive. Toutes ces équipes-là, franchement, c'est vraiment haute qualité et il n'y a rien à dire là-dessus. Mais je pense que... Et c'est le bronze qui fait la différence aussi dans beaucoup d'équipes. On a cru comprendre qu'il y avait un peu... que le bronze devait forcément amener une partie du budget, que tu as certains bronzes qui n'ont pas forcément de budget mais qui seraient au-dessus du lot et que... On n'aimerait pas forcément voir ces bronzes rejoindre le championnat, mais maintenant il y a une catégorisation de pilotes. Donc, j'adore le fait que Le Mans soit ouvert aux amateurs. C'est un des rares événements sportifs où, comme on disait, c'est un amateur. C'est comme si je joue pas au tennis, mais si toi, Laurent, tu joues au tennis. J'y ai joué, mais t'allais affronter Rafael Nadal à Roland Garros, c'est le grand. Mais je veux bien. Voilà. Je veux bien. Donc c'est quand même un truc qui est génial. C'est un truc qui est génial. Par contre. De voir, je suis ravi, moi, on en discutait justement des Ben Keating, des François Perraudot, de tout ça, de ces pilotes bronze qui ont vraiment un coup de volant affûté, et on a la même chose en GT3, et je pense que si TF Sport veut se mêler à la lutte et les autres, maintenant ils n'ont plus trop le choix, il va falloir peut-être prendre des bronzes qui ont peut-être un petit peu moins de budget, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Exact, ouais, bien sûr. Mais tu vois le prix d'un budget d'une saison. Moi, je suis vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quand même un niveau de pilotage. J'ai pas entendu de pilote. Il y a eu cet accrochage entre la Porsche et la Lamborghini d'Iron Dems. J'ai pas vraiment entendu de pilote qui se plaignait de comportement d'autres. Non. Dans quel sens? Dans les deux. Enfin, les GT sont un peu pleins des hypercars, que les hypercars les oubliaient. Ouais. Par contre, j'ai pas... des années, je suis désolé, pour ne pas les citer, des tricycrones, il y en a qui disaient ce sont des dangers ambulants. Moi, cette année, il n'y a pas un pilote hypercar qui m'a dit j'ai un danger ambulant sur la piste. Enfin, non. Dans le sens inverse, oui. Parce que les pilotes de GT se sont beaucoup plaints du comportement de certains hypercars qui les oubliaient. Oui. Et le truc, c'est que, évidemment, quand tu avais 3 hypercars, c'était différent que quand tu en as une vingtaine. Tu n'as plus le droit de perdre du temps maintenant. Et voilà, donc tu es obligé de forcer, tu es obligé d'aller plus haut. Regardez, on parlait tout à l'heure de la pénalité infligée à numéro 51 suite au contact, 5 secondes, alors que vous lui mettez 10 secondes, elle est 4ème. C'est la Porsche qui termine 3ème. On va pas refaire la course. Parce que non, bien sûr. Non, mais c'est juste pour vous dire à quel point cette année, maintenant c'est serré, et tu fais bien de le dire. Tu prends pas la même dose de risque quand tu as la même marge. Exactement. T'as pas la même marge. Mais après, on verra ce que va donner l'avenir. Mais il y a il y a pas mal de pilotes en fait qui aimeraient bien aussi que cette catégorie LMGT3 que soit un peu splittée en deux, comme on le voit en IMSA avec du GT3 Pro, du GT3 Pro Am. Mais le truc il est clair, c'est que tous les pilotes pro en GT, les vrais pilotes pro n'ont pas l'habitude de partager le volant avec un pilote. Oui, parce qu'ils sont GT World Challenge. Voilà. Donc évidemment que pour eux c'est aussi une nouvelle approche et qu'il faut aussi. Le truc c'est que
il faut aider le travail est différent pour les pilotes. Quand tu discutes avec les pilotes, tu as des pilotes qui vont être très bons en termes de coaching. Je prends le cas d'un Jules Gounon. Jules Gounon, pourquoi il est bon? Parce que Jules Gounon, il a été lancé avec un Jean-Luc Boblic, il a fait du pro-am au début en GT, avant de passer en pro. Donc, et tu as des pilotes pro qui n'ont pas eu l'habitude, qui n'ont pas eu qui n'ont pas le réflexe de travailler avec un AM. Et je vais pas citer de nom, mais j'ai un pilote en tête deux pilotes en tête qui moi m'ont dit, tu fais des compromis. Qui moi m'ont dit non mais moi j'ai pas l'habitude de faire des compromis. Moi je suis un pro, je veux gagner. Bah oui, mais il faut que c'est une catégorie pro-am, donc tu es obligé aussi de faire progresser le AM. Et oui, ton AM il va forcément pas être au top. Mais t'as pas le choix, c'est la catégorie qui est comme ça. Moi je suis d'accord, c'est pas. Moi j'étais un énorme fan du GTE Pro. Vraiment, je trouvais ça fantastique, elles étaient belles, les batailles étaient splendides. Maintenant, tant mieux, il semblerait qu'on se dirige, on a une chance d'avoir peut-être les mêmes dans la catégorie Rennes. Mais moi, ce qui me chagrine, c'est pas ça, c'est que il y a un moment, je sais pas comment ça va être au moins l'année prochaine, on a 23 hypercars cette année, l'année prochaine il va falloir rajouter les Aston. Il va y avoir encore, je pense, encore plus de monde. Le problème c'est que c'est déjà une discipline qui est compliquée à comprendre parce qu'il y a 3 catégories. Ah non, mais on a déjà un LMP2 du P2 et du P2 Pro-Am. Mais là, si en plus on scinde, il y a un moment, ça veut dire que la moitié du plateau est sur le podium. Non, puis après, le problème c'est que si tu rajoutes encore du pro, ou si tu mets une pro, on va diminuer la présence des AM encore. Et tu vas diminuer, et à un moment, c'est toujours pareil. Qui c'est qui paye? Non, mais qui c'est qui paye? Et puis déjà, les AM pâtissent du fait que le LMP2 ne soit plus admis en WEC et qu'il n'y a entre guillemets plus que. Il n'y a pas de terrain de jeu. Il y a plus de terrain 16 de jeu. LMP2 aux 24 heures du Mans. Encore une fois, le Mans a toujours été toujours de la compétition mêlant professionnel et amateur. Et il faut laisser quand même aux amateurs la chance de pouvoir faire le Mans. Parce que là, si vous scindez en deux encore la catégorie MGT3 en réservant la moitié de la catégorie à des équipages pro, il va plus y avoir beaucoup de baquets pour les AM. Non, et puis le jour où les constructeurs se seront barrés, on sera bien content de trouver les AM. On est d'accord. Hein. C'est pas les AM qui apportent de l'audience à la télé et qui apportent de la visibilité. Ouais, mais c'est eux qui ont fait vivre le championnat quand ça allait moins bien. Et c'est eux qui continuent à le faire vivre. Et c'est eux qui continuent à le faire vivre. Donc moi ça me dérange pas qu'on reste sur du pro que du GT3 en pro. Voilà, exactement. Moi je suis assez d'accord. Alors certes, voilà, il y en a qui disent c'est de la Bronze Cup du GT World Challenge. Oui, à la rigueur si vous voulez. Mais je suis désolé, c'est le Mans. Enfin, quand tu vois le niveau qu'il y a en Bronze Cup aussi en GT World Challenge ou en Gold Cup ou en Pro, le truc c'est que c'est pour moi il faut absolument et Stéphane Rattel des fois d'ailleurs s'est battu en disant le truc se professionnalise trop, ça ne va pas être pérenne. Donc il faut faire quelque chose. Non, et puis les voitures coûtent trop cher. Ça c'est un débat. Donc voilà, le GT3 ça a été chouette. Il y a tout le monde globalement qui a joué. Ouais. Et puis longtemps on a cru que la 92 allait gagner. Finalement c'est la 91 avec un très bel équipage. Chapeau Richard Litz, 5e victoire de catégorie. On parle beaucoup des victoires générales, mais c'est pas plus simple de gagner une catégorie. Donc chapeau Richard Litz qu'on n'avait pas vu depuis. Ouais. Et puis chapeau aussi Yasser Chahine, qu'on a aussi, que beaucoup ont décrié dans le passé, parce qu'il a fait quand même pas mal de petits bois, notamment quand il a fait une expérience en proto. Et puis Maurice Schuring, on n'entend pas forcément beaucoup parler, qui est un jeune pilote, qui fait partie des plus jeunes pilotes, qui est le Benjamin du Plateau en WEC. Il n'a pas resté longtemps bronze. Non. Hein non, pardon. Ouais, mais il va pas rester longtemps silver, lui. Et franchement, non, c'est très bien pour lui. Et c'est sûr, comme tu le dis, Richard Litz, c'est pareil, c'est le métronome et c'est le capitaine. C'est un mec comme ça qu'il faut pour former pour aider un programme. Ouais, exactement. Il va pas te claquer une pole. Non, mais le mec est toujours là. De toute façon, MGT3, il risque pas. Mais c'est des mecs comme ça qu'il faut pour former pour améliorer aussi le comportement des gentlemen et former des jeunes pilotes. Deuxième victoire de rang. Parfait. Il va gagner à Spa. C'est parfait. Ouais. Il va gagner à Spa. Et on peut dire ce qu'on veut. Pour le coup, il n'y a pas qu'une question de BOP. Là, c'est vrai que Manthey Racing peut s'appuyer sur 2 équipages qui sont très solides. Je maintiens encore que la 92 est au-dessus du lot. Il y a eu ce souci technique. Malikin, là encore, lui aussi ne devrait pas rester bronze longtemps. Je me demande comment il est bronze d'ailleurs. Donc chapeau à eux, chapeau à WRT qui se console un peu de ses déboires d'hypercar et des déboires rencontrés par la 46. Et puis chapeau à Proton. Donc ça a été une belle course aussi. C'est pas une critique, mais l'hypercar a un peu cannibalisé quand même tout le reste. Moi, pour l'avoir commenté la course à la télé,
Ah ben c'est sûr que si tu voulais regarder le LMP2, fallait mieux regarder la feuille de classement quand même. Ouais, parce il que, y avait, mais bon, c'est Après, le problème, aussi compréhensible, attention. Hein, c'est aussi compréhensible. Là, moi j'ai pas de, moi je suis déçu, mais après je peux pas en vouloir à qui que ce soit parce que c'est la catégorie reine et parce qu'il y a jamais autant de constructeurs et que si tu veux intéresser les gens à regarder une télé, à regarder à la télé, t'as pas le choix. Tous ces concurrents ont leur place, mais ce qui fait vendre, ce qui fait rêver, c'est aujourd'hui c'est l'hypercar. Hein, on le sait très bien. C'est pas nous. Oui, et toi aussi, Laurent. Non, nous. Toi aussi. Pas dit moi, nous. Et Paul Petit, quand il commente. Paul Petit commentait. Oui, Paul Petit commentait. Et là, il vend du rêve. Mais. C'est private joke. Mais non, voilà. Bon, je pense qu'on peut conclure. Ouais. C'était quand même. Et comme au 24 heures du Mans, le soleil est revenu. Voilà. On va peut-être pas se remettre à l'extérieur, mais le soleil est revenu. D'accord, ça marche. Non, franchement, c'est une belle édition et est-ce que je peux dire un truc sur la balance de performance? Mais bien sûr, monsieur Laurent, merci. On n'en a pas entendu parler en course. Les conditions et tout ont fait que. Maintenant, moi, je voudrais juste te dire, on est assez critiques tous sur la balance de performance. Hein, ok. Maintenant, ce qui est quand même bien, qu'il faut quand même souligner, c'est qu'avec le nombre de voitures qu'il y avait et tout pour la gagne, personne n'était capable de dire quel constructeur allait gagner. Quand même. C'était la meilleure. Hein, on va pas se mentir. Pour moi, ça a été la meilleure balance de performance depuis l'émergence de la catégorie hypercar. Ok. Donc on est d'accord sur le sujet. Sans nul doute. Et moi, vous savez tous ce qu'on a pensé de cette édition. On vous a tout dit. Les points positifs et les points négatifs. Les points positifs sont fort heureusement beaucoup plus nombreux. Rien n'est jamais parfait. Mais j'ai préféré cette édition à 2023. Sans nul doute. Et malgré l'interruption de course. Ah oui, tout à fait. Oui, ça je suis d'accord. Donc, je suis d'accord. Et c'est pour ça que, malgré cette balance de performance qu'il faut qu'on met tous en avant, et nous les premiers d'ailleurs, parce que c'est aussi notre rôle de dire ce qui se passe. Évidemment, on n'est pas là pour... C'est pas taper sur les gens. C'est une catégorie hypercar qui est régie par une balance de performance où ça fait partie de l'équation, donc on ne peut pas passer à côté. Notre rôle est d'expliquer pourquoi un tel est meilleur qu'un tel, etc. Voilà, c'est difficile d'expliquer parce qu'on ne nous donne pas toutes les informations, il faut aller chercher un peu à droite à gauche et un peu on est obligé d'extrapoler. On se démène. Mais force est de constater qu'on n'était pas capable, avant le départ, de dire quelle marque allait gagner. Donc, on a l'impression en fin de course qu'il en a manqué un petit peu à Porsche. Oui, comme on vous l'a dit. Ça c'est sûr. Mais encore une fois, je maintiens, pour moi, je pense, et on n'a pas tous ces chiffres qui permettent, on ne connaît pas l'équation, même les concurrents d'ailleurs nous le disent souvent, nous-mêmes, on ne l'a pas. Et c'est dur de critiquer parce qu'on connaît nos informations, nous n'avons pas les informations de la concurrence, il n'y a que la FIA et la CO qui les ont. Mais voilà, moi je m'amusais ce matin à regarder les moyennes et tout, c'est vraiment très très serré. Donc, et ça nous a donné un super spectacle, vraiment. Et rendez-vous en 2025. J'espère bien. Bon. Excusez-moi. On a encore la fin du WAC qui va être top. Avec j'espère une marge de performance aussi bonne. Et puis voilà, Porsche va être revanchard, ils vont tenter de chercher le titre de champion du monde, tout comme Toyota. Ça récupérera pas Victor Renault. Bien sûr que non. Mais aujourd'hui, je trouve que de moins en moins, aujourd'hui, on peut moins parler de l'eau de consolation. Je trouve que le mot l'eau de consolation est très dur. On sait que le Mans écrase tout. On sait qu'aujourd'hui, comme en IndyCar, Scott Dixon qui a 7 titres de mémoire. 6 ou 7 titres, il dit j'en échangerais bien 3 contre une deuxième victoire à Indy 500. Et en endurance, cet aspect est peut-être encore plus exacerbé qu'en IndyCar. Mais le championnat prend forcément de l'ampleur. Exactement. Et t'en auras de plus en plus. C'est ça. Donc moi aujourd'hui, ça a de plus en plus d'intérêt. Aujourd'hui, tu me poses la question, et pour preuve, je sais même pas quel est le classement au championnat du WEC, j'ai même pas pris le temps de regarder. Preuve que Le Mans cannibalise vraiment tout, et de toute façon, il y a plus de points déjà, il y a le double de points. Qui va être champion du monde? Pour l'instant, je te continue à dire, le plus beau début de saison, à mes yeux, ça reste la Porsche numéro 6, qui fait 4e encore, qui a encore répondu présent ici. C'est la Porsche numéro 6, mais aujourd'hui je suis incapable de dire qu'il va être champion du monde. Heureusement, avec le nombre de courses qui restent, si c'était le cas. Et non, c'est pas contre Ferrari, mais Ferrari, je les mets pas favoris pour le titre. Parce que pour l'instant, ils m'ont toujours pas fait preuve d'une sérénité et au niveau de l'exécution qui me permet de te dire que sur la longue, ils vont gagner. Là où Toyota et Porsche m'ont fait cette impression, et la Porsche numéro 6 particulièrement, parce que je trouve qu'elle est
elle a vraiment pris le pas sur les voitures sœurs, alors que l'équipage n'est pas plus véloce que celui de la numéro 5, clairement pas. Mais la numéro 6 a clairement pris le pas sur la voiture sœur. Et donc, il y a un souci quelque part. Et ben rendez-vous à Sao Paulo. Voilà, rendez-vous à Sao Paulo. Ça va être la fin de saison WEC, va être géniale. Il y a pas, sans nul doute. J'ai hâte de voir Alpine. Voilà, de plus en plus, je me dis qu'ils vont avoir rapidement un rôle à jouer. BMW aussi. Et donc ça va être top. Et 2025 s'annonce, j'ai envie de dire, presque encore plus magique que 2024. On disait en 2023 que 2024 serait mieux. En 2025, on attend une Alpine fiable, une Lamborghini performante, une Aston Martin qui va nous faire tous rêver. Au niveau du bruit déjà. Au niveau du son, exactement. Qu'est-ce qu'elle jouera à la gagne, j'en verra. Mais voilà. Ok, et ben c'est pas fini pour les courses d'endurance, parce qu'on va attaquer maintenant les 24 heures de Spa. On sera sur place aussi avant la prise du WEC. Bien encourage, mon ami. Et là aussi, je pense que donner ne serait-ce que la marque qui va s'imposer, ça va être coton, mais on sera sur place pour vous faire vivre ces 24 heures de Spa avec Pierre dans quelques jours. Ami Pierre qui est là-bas, là. C'est notre ingénieur technicien. Non, Pierre, tu fais coucou au téléphone, mais il faut aller de l'autre côté pour te voir. Sans lui, on ne pourrait pas faire ces podcasts. Parce que Lolo et moi, c'est à peine allumer notre ordinateur. Donc voilà. C'est sûr, je suis bien d'accord. Bon, merci les amis. Merci, à bientôt. Ciao, bye.